C'est au jardin du Luxembourg que se trouve le plus ancien rucher-école de France. Depuis 1856, plus de 150 générations d'apiculteurs ont été formées en plein cœur de Paris. C'est ici qu'est née l'apiculture moderne, une apiculture qui respecte l'abeille. L'architecte qui a redessiné un peu ce rucher, si vous regardez bien, tout est de forme hexagonale. Le toit du bâtiment est hexagonal, l'abreuvoir, toutes les petites unités de l'abreuvoir pour les abeilles hexagonales, toutes les ruches ont des toits hexagonaux, toujours un peu dans l'esprit de respecter la cellule, vous savez, le dessin de la cellule de l'abeille et de faire un lien étroit entre la vie dans la ruche et la réalité du rucher. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'apiculture c'était très empirique, c'était en fait une pratique où on ne savait pas ce qui se passait dans la ruche. On pensait pour certains que les abeilles naissaient spontanément dans le corps d'un bœuf ou d'un animal en putréfaction, quelque chose qu'on appelle la bougonie. Puis au XVIIIe siècle est apparu un appareil magique qui s'appelle le microscope, et qui a permis de comprendre la biologie des abeilles et de découvrir que dans une ruche, il y avait une reine, alors qu'on pensait jusqu'au XVIIIe siècle que la reine était un roi. Il y a eu toute une révolution parce qu'à ce moment-là, sur le plan politique, c'était évident que le roi c'était le roi et qu'il avait autour de lui une cour, mais on était roi en France de droit divin, donc c'était l'homme, le roi et le mâle, si vous voulez. Et on dit tout d'un coup que dans la ruche, qui était un des modèles idéaux de la vie en société, et on dit non, c'est pas un roi, c'est une reine. Donc en fait, il y a eu cette espèce de mouvement au XIXe siècle, après la Révolution, de dire aidons les gens à pratiquer une apiculture plus raisonnée. Essayons de développer des méthodes de protection des abeilles en essayant de ne plus tuer les colonies, mais en essayant de sélectionner les meilleurs. La vocation de la Société Centrale d'Apiculture, c'est la formation et l'information sur les abeilles en général et sur l'abeille domestique en particulier. Donc c'est une association qui compte près de 750 adhérents et qui ont abordé la SCA d'abord pour se former à l'apiculture et éventuellement installer leur propre ruche. C'est un rôle éducatif, bien sûr. Je pense que les habitants des villes, les urbains, ils doivent être sensibilisés au fait que dans Paris, il y a tout un monde, toute une faune avec des petites ailes qui va de fleur en fleur et qui va chercher du pollen et du nectar et qui contribue à la pollinisation. C'est un travail de sensibilisation. Et c'est ce que nous, on essaie de faire au niveau de notre association. Et puis d'autre part, il y a aussi du lien social à créer. Si les abeilles subsistent dans un milieu où l'activité industrielle est forte, qu'en est-il de la qualité de nos miels ? Beaucoup de consommateurs nous disent « Ah, mais le miel de Paris, avec tout ce qui sort des cheminées, des pots d'échappement, etc., le miel est pollué. » Nous, on a fait plusieurs fois des analyses pour surveiller le plomb et on n'en trouve pas, on est vraiment en limite de quantification. Et puis, plus récemment, on a fait 2 métaux lourds en plus, on a fait le mercure et le cadmium. Et on n'en a pas trouvé. Donc ça confirme par l'analyse ce qu'on sait par la fabrication du miel par les abeilles. D'abord, il faut comprendre que le miel, c'est fait avec le nectar, donc c'est une production très limitée dans le temps de la fleur, quelques heures ou quelques minutes par jour. Donc en fait, c'est un produit qui est très très peu en contact avec l'atmosphère générale qui pourrait être entre guillemets polluée. L'abeille, elle le transforme en miel dans la ruche. Ensuite, c'est fermé avec un petit bouchon dessus, reperculé. Donc après, une fois que le miel est mûr, il est
il disparaît ou il n'est plus en contact avec l'air. On a analysé 76 miels, des miels d'origine géographique différentes, Union européenne et hors Union européenne, mais également des miels avec des labels rouges, des miels haut de gamme, bas de gamme et des miels biologiques. On devait analyser 83 molécules dans ces miels et les molécules qu'on a retrouvées et leur concentration sont très basses. En effet, avec les instruments qu'on a, avec l'évolution de la technologie, on arrive à descendre à des concentrations de l'ordre du microgramme par kilo. Donc c'est l'équivalent d'un morceau de sucre dans une piscine olympique, donc c'est très faible. La majorité des échantillons, ce sont des miels toutes fleurs que nous avons divisés en 4 catégories. Miel toutes fleurs de plein temps, c'est-à-dire récoltés jusqu'à la fin juin à peu près, et qui vont se présenter sous forme soit liquide, tels qu'ils ont été récoltés, soit pour des raisons d'évolution du miel tout à fait naturelles, cristallisés. Les miels cristallisés étant toujours défavorisés subjectivement par rapport au miel liquide, on a essayé de les séparer pour qu'ils ne soient pas jugés ensemble. Un miel se juge d'abord par sa couleur. Ensuite, on va le goûter, on va avoir un goût, et puis là, tous les goûts sont dans la nature. Et une fois qu'il est dans la bouche, il y a la texture. Beaucoup de grands-mères préfèrent les miels cristallisés parce que les petits-enfants ne mettent pas le miel liquide qui coule sur la moquette. Donc, meilleur miel pour moi, il n'y en a pas, c'est selon les goûts personnels. On voit très bien que là où on fait de bonnes mielées, c'est en ville. Même si l'avenir de l'apiculture n'est pas en ville, ça va de soi. Mais l'expérience fait que quand on pose des ruches en ville, on a des meilleures productions. Là où on peut faire 40-50 kilos en région parisienne, eh bien on va faire 20-30 kilos dans le Val-de-Marne et on fera moins de 20 kilos en Seine-et-Marne. C'est la 3e année que nous avons une météorologie extrêmement défavorable. La deuxième cause, et je ne sais pas si ce n'est pas la première, c'est que nous sommes dans une nature extrêmement hostile. On a déjà des pesticides en grand nombre. On a régulièrement des discussions avec la DGAL, avec la FNSEA, mais c'est très difficile de faire changer, alors qu'on sait qu'il y a des méthodes culturales où on fait des rotations de culture, où certains parasites vont disparaître d'eux-mêmes au bout de 3 ans si on ne remet pas maïs sur maïs. Donc si on fait ce qui existait autrefois, les assolements, c'est quelque chose qui a disparu. Donc faire ce type de rotation, des associations de cultures, faire des plantations sans labour par exemple, parce qu'on change les bactéries anaérobies et aérobies du sol. Donc tout ça, ce sont des méthodes qu'il faut progressivement faire passer dans le milieu agricole. Globalement, on peut dire quand même que la biodiversité, elle est gênée. Ce n'est pas l'apiculture en ville qui va sauver l'apiculture générale, parce qu'il y a quand même beaucoup de production agricole partout en France. C'est une bonne sensibilisation pour les habitants des villes, comme ça, à la protection des espèces. Les portes ouvertes de la Maison des Abeilles sont un rendez-vous récurrent, donc 2 fois par an, dernier week-end de juin, mi-septembre. Nous organisons donc un accès libre pour les familles sur le site. Donc la Maison des Abeilles a un objectif de sensibilisation et de découverte de l'apiculture. Donc nous prenons du temps pour discuter avec les gens, montrer aux enfants la production de miel et donc proposer certaines activités, des jeux, des démonstrations. Avec toute l'équipe d'apiculteurs de la Société centrale d'apiculture, 8 bénévoles très actifs qui s'occupent de gérer les ruches du rucher de la Maison des Abeilles. Et nous accueillons le public pour leur présenter notre passion qui est l'apiculture. La dégustation de miel est un grand moment de l'animation, mais tout ce qui est présentation de l'organisation de la ruche
plaît beaucoup. Donc il y a énormément d'informations à transmettre au public lors des portes ouvertes. Et le sujet de l'abeille est très vaste. Les abeilles.